Bonsoir à toutes, bonsoir à tous et bienvenue pour cette nouvelle édition de Mediapart en direct, durant laquelle le site est en accès libre et notre rédaction ouverte aux caméras. De pile 19h15 à environ 23h, à l'heure de Sivins et au moment même où François Hollande parle sur TF1 pour un discours de mi-mandat en forme d'énième oral de rattrapage, pendant lequel il n'est pas certain que s'ouvriront de réelles perspectives novatrices, les alternatives sont sur Mediapart. Écho des luttes du Tarn ou d'ailleurs, manière de protester, manière de se mobiliser, réforme politique, propositions institutionnelles ou manière de vivre alternative. La soirée animée par Frédéric Bonneau et les journalistes de la rédaction sera découpée en 4 temps. D'abord, un retour sur enquête augmenté sur les circonstances et les conséquences de la mort de Rémi Fraisse à Sivins, puis l'urgence et les manières possibles de réinventer la démocratie. Ensuite, un entretien avec Jorge Lago, qui est un des membres dirigeants de Podemos, donc l'exemple espagnol de Podemos. Et enfin, des manières de vivre alternatives, celles qu'on peut repérer et peut-être modéliser. Mais tout de suite, et pour une cinquantaine de minutes, j'ai le plaisir d'accueillir Olivier Roy. Bonsoir. Bonsoir. Alors d'habitude, Olivier Roy, je commence par présenter les gens, mais là, je dois commencer par un aveu. En ouvrant votre dernier livre, En quête de l'Orient perdu, c'est des entretiens avec Jean-Louis Schlegel, je ne m'attendais pas à ça. Je m'attendais, déjà je comprenais pas très bien le titre et je m'attendais à ce que sont souvent ces livres d'entretien qui couronnent une carrière bien remplie, c'est-à-dire des livres souvent très intelligents mais pas forcément surprenants. Moi, je connaissais l'islamologue réputé que vous êtes, le directeur de recherche au CNRS qui enseigne aujourd'hui à l'Université de Florence, l'auteur de nombreux livres, parmi lesquels L'islam mondialisé ou La Sainte Ignorance, aussi un peu l'expert des plateaux télé post-11 septembre que j'avais l'impression d'avoir beaucoup vu. Mais je ne savais pas que vous étiez passé par la gauche prolétarienne, que vous étiez parti à 19 ans en stop en Afghanistan au lieu de passer le concours de l'école normale supérieure, que vous aviez échappé à quelques roquettes et attaques d'hélicoptères russes auprès des Moudjahidines, que vous aviez frayé avec les services secrets, que, bref, pas mal de choses qu'on n'imagine pas aujourd'hui de vous. Ah oui, j'ai oublié de dire le fait que vous aviez eu des fonctions officielles au Tadjikistan et que vous parlez combien de langues maintenant? Entre le pachtou, le persan, le russe? J'en parle que 3, mais j'en ai touché à une douzaine. D'accord, c'est pas mal. Donc merci d'être venu ici à l'occasion de ce livre qui est donc à la fois un roman d'aventure, un essai d'égo-histoire, un manuel de géostratégie et une réflexion sur la liberté et la religion. Comme donc il y a beaucoup de choses dans ce livre qu'on pourrait vous interroger, commencer en vous interrogeant aussi bien sur le rôle sur le devenir de l'Iran, celui de l'Afghanistan, sur l'implosion de l'islam politique, j'avais quand même envie de commencer par quelque chose qui n'est pas dans le livre, sans doute parce que le manuscrit a été rendu avant que ce phénomène soit aussi saillant, c'est l'État islamique. Comment est-ce que vous regardez ça, ce phénomène, vous, depuis évidemment vos travaux? Et depuis le fait que, comme quelqu'un qui a travaillé, qui a rencontré des djihadistes, y compris en passant par le village du Mollah Omar, quand ce n'était à l'époque qu'un petit jeune, comme vous disiez dans le livre. Daesh, c'est 2 choses. Daesh, c'est le fils de Ben Laden et le fils de Saddam Hussein. Ce sont des djihadistes internationalistes, globalistes, comme les gens de Ben Laden, donc ils recrutent dans ce même milieu de jeunes un petit peu en rupture de banc en Occident et dans certains pays arabes, par exemple. Mais en même temps, et contrairement à Ben Laden, ils ont décidé de se territorialiser, de se créer une base territoriale à géométrie variable, bien sûr, parce qu'ils veulent l'étendre du Maroc jusqu'à l'Indonésie. Et s'ils ont pu s'installer dans ce territoire entre l'Irak et la Syrie, c'est parce que l'État irakien, l'État sunnite arabe irakien a été détruit en 2003 par les Américains. Donc les Américains ont créé un vide qu'ils ont essayé de remplir pendant une petite dizaine d'années, mais maintenant ils sont partis. Et il se trouve que les populations arabes sunnites du nord du Liban jusqu'à Bagdad n'ont plus d'État. L'État libanais est chrétien et chiite, l'État syrien est alawite, et maintenant l'État irakien est chiite. Donc on a une frustration des populations locales qui ont donc accueilli pour le moment Daesh en libérateur. Et pourquoi est-ce que vous allez jusqu'à dire dans certaines interviews récentes que, contrairement à l'impression d'essor qu'on en a, c'est au fond un mouvement qui court à sa perte déjà?
enfin, ou qui va être défait? Déjà, si on est passé de Al-Qaïda à Daesh, c'est sur un constat d'échec de Al-Qaïda. Parce qu'après le 11 septembre, Al-Qaïda a fait rien d'extraordinaire, si je peux dire. Les derniers attentats d'Al-Qaïda, c'est deux paumés convertis dans la banlieue de Londres qui tuent à coups de couteau un pauvre soldat qui passait par là. Bon, pour quelqu'un qui se présentait comme une alternative à l'impérialisme américain, c'est quand même un peu minable. Hein. Donc Daesh a décidé de se territorialiser, mais tôt ou tard, d'abord ils atteignent leurs limites, parce qu'ils massacrent tout le monde. Donc les autres commencent à ne pas se laisser faire. Les Kurdes, les chiites, peut-être les Turcs et tout. Et puis, tôt ou tard, ils vont rentrer en conflit, si ce n'est pas déjà fait, avec les populations locales, qui veulent bien un Daesh qui les libère des autres, mais qui ne veulent pas un État islamique mené par des petits jeunes venus de la banlieue parisienne. Mais on a quand même l'impression qu'aujourd'hui, ils attirent beaucoup de gens, y compris ces petits jeunes dont certains sont venus de la banlieue parisienne, comme vous dites. Ah bah c'est une aventure fantastique. Quand vous êtes un gamin en rupture de banc, vous êtes sur un 4x4 avec une maîtrise lourde, un grand drapeau, et vous foncez dans le désert pour recréer le califat du temps du prophète, c'est l'aventure, c'est le romantisme, c'est la fascination. Bon, ça dure pas très longtemps. Soit ils se font tuer, soit ils reviennent, la queue entre les jambes, comme on commence à le voir aujourd'hui. Est-ce qu'on peut pour autant comparer ça, comme vous le faites, au désir de révolution des années 70? Est-ce que finalement l'engagement dans l'État islamique est comparable à ce qui a été pour des jeunes des années 70 dont vous n'étiez pas loin de faire partie, la cause de la révolution? Oui, le djihad international, aujourd'hui, remplace ou se substitue ou prolonge la quête de révolution des années 60 et 70. Pour moi, Al-Qaïda, c'est le fils, bon, peut-être illégitime aussi, de Badr Meinhof, qui avait inventé la connexion avec les mouvements arabes et islamiques, le détournement d'avions, etc. La globalisation, dans le fond, elle a été mise en place par le groupe Badr Meinhof et ses alliés, ses camarades palestiniens, dans les années 70. Vous allez jusqu'à dire, Olivier Roy, que votre expérience à la gauche prolétarienne vous a servi à comprendre les logiques des jeunes qui rejoignaient Al-Qaïda. En quoi? Eh bien, en ce sens qu'il y a une espèce d'effet de groupe. Bon, quand on est des jeunes, entre soi, nous, c'était dans un internat d'un lycée parisien. Eux, ça peut être dans la bande de copains, dans un quartier ou ailleurs. Hein. Et comment, quand on est dans une rupture générationnelle, quand on est en rupture plus ou moins fantasmatique avec la société qui vous entoure, et quand on ne se voit pas vraiment un avenir, même si la situation était bien meilleure à mon époque que maintenant, on se construit tout un imaginaire de rupture, de radicalisation, et ça s'entretient. C'est ce qu'on appelle l'effet de groupe. Hein. À notre époque, c'était donc la révolution culturelle chinoise qui nous fascinait, qui était profondément négative, j'allais dire, contrairement à ce que dirait Alain Badiou aujourd'hui, profondément nihiliste. Aujourd'hui, c'est le djihadisme. Mais on est fasciné justement par cette volonté de faire table rase, de repartir à zéro, et surtout d'être les héros d'un monde nouveau. Donc cette radicalisation aujourd'hui des djihadistes, que ce soit ceux d'Al-Qaïda ou ceux de Daesh, c'est pas un retour aux fondamentaux de la religion? Non, pas du tout. La preuve, d'ailleurs, c'est qu'ils recrutent absolument pas dans les milieux traditionnels. Il y a un élément, bon, que maintenant on admet, hein, ça fait 10 ans que je le dis, mais maintenant on l'admet, mais on ne sait pas quoi en faire. Le nombre de convertis. Al-Qaïda est quand même l'organisation islamique en général qui a un pourcentage de convertis qui n'existe nulle part ailleurs, de 20 à 25%. Là, ce qui s'est passé au Canada, ce qui s'est passé à Londres, ce sont des jeunes convertis. Donc aujourd'hui, je dirais, il n'y a plus que le djihad sur le marché de la révolution violente mondiale. Il y a d'autres mouvements de contestation. Hein. Ils n'ont pas le monopole de la contestation, loin de là. Mais ils ont le monopole de la contestation violente, de la contestation de table rase. Alors effectivement, donc, vous le dites dans ce livre d'entretien, vous n'admettez pas qu'on demande à n'importe quel musulman d'être comptable de Ben Laden hier ou de al-Baghdadi aujourd'hui, parce qu'on ne demande pas au Dalai Lama d'être comptable des exactions des bouddhistes birmans envers les populations rohingyas, par exemple. Néanmoins, est-ce qu'aujourd'hui, on est quand même face à un fondamentalisme très fort, très violent est-ce qu'aujourd'hui, ce n'est pas quand même dans l'islam que les fondamentalistes semblent les plus dangereux? Parce que les musulmans se situent, je dirais aujourd'hui, sur deux lignes de fracture. Un, l'immigration, qui est effectivement une transformation des sociétés occidentales, et d'autre part, une recomposition du Moyen-Orient, qui est là, qui vient du fait qu'on n'a toujours pas liquidé la succession de l'Empire ottoman. Et les interventions militaires récurrentes dans la région n'ont évidemment pas arrangé les choses. On a d'autres, j'allais dire, changements fondamentaux qui se passent dans le monde aujourd'hui. Par exemple, le Brésil est en train de devenir protestant, si j'ose dire. Bon, mais ça n'a aucune incidence
incidence géostratégique. Si le Brésil était devenu protestant au XVIIIe siècle, ça aurait entraîné une guerre entre la Grande-Bretagne et l'Espagne. Aujourd'hui, c'est une affaire intérieure brésilienne. Bon. Si Daesh s'installe dans le désert syro-irakien, c'est vu comme une menace mondiale. Alors que si un groupe hindouiste prenait le pouvoir quelque part au centre de l'Inde, ça n'aurait aucune incidence géostratégique. Donc je crois que c'est ça, cette conjonction entre des transformations profondes à l'intérieur du monde musulman et le fait que ces transformations ont lieu sur des lignes de fracture géostratégique. Donc, vous dites qu'il n'y a pas de retour du religion, mais une mutation du religieux. Je dis oui, et dans partout dans le monde entier aujourd'hui, on a une déculturation du religieux. Et le fondamentalisme est une déculturation du religieux. Les salafis, comme les évangéliques protestants, ne veulent pas entendre parler de la culture. Pour eux, la culture aujourd'hui, elle est païenne, elle n'est même pas profane, et encore moins juste laïque, juste séculière, elle est païenne. Donc ce sont des gens qui luttent contre leur propre culture au nom de la lutte contre le paganisme. Il y a aussi cette fascination de la table rase. Et c'est aussi pour ça que l'évangélisme protestants, comme le salafisme, sont obsédés par l'apocalypse, c'est-à-dire par la fin du monde. Bon, quand on voit des protestants américains dire le retour du Christ est prêt, le réchauffement climatique c'est très bien, préparons-nous au deuxième retour du Christ, on rigole. Bon, mais c'est la même dimension apocalyptique que chez Al-Qaïda ou Daesh. Mais c'est-à-dire que effectivement, les religions, enfin les mouvements religieux qui aujourd'hui marchent, entre guillemets, c'est d'un côté l'évangélisme, de l'autre des formes même de satanisme, voire de djihadisme, c'est-à-dire des religions hors sol. Oui, exactement. Et c'est pour ça qu'elle marche globalement. Parce qu'on a quelques marqueurs religieux qui se baladent complètement déconnectés de leur culture d'origine et qui vont se poser ici et là sur se connecter avec d'autres marqueurs religieux ou avec rien du tout. D'où une dimension profondément nihiliste, voire apocalyptique dans ces mouvements religieux. Alors pourquoi ça marche? Parce qu'on peut se dire justement qu'un truc hors sol ne marchera pas. Parce que la globalisation marche, parce que la globalisation est un fait. Qu'on porte n'importe quel jugement de valeur sur la globalisation, c'est vrai qu'on a une déculturation, qu'on voit à tous les niveaux. C'est-à-dire, par exemple, un même mode de consommation mondiale. Bon, on se moque du McDonald's, mais c'est intéressant, le McDonald's. Le fait que McDonald's et Ikea apparaissent partout maintenant, ça veut dire que les gens ont un rapport à la consommation, à la nourriture, qui est identique. La vogue des smileys, l'adoption d'un code corporel très simple, très banal, comme le high five, le hugging à l'américaine qu'on voit maintenant en Chine, qu'on voit maintenant en Iran. On a effectivement une crise des cultures traditionnelles qui sont lentement remplacés par des simples codes binaires, c'est bien, c'est mal, le smiley, j'aime, j'aime pas, le fait de liker sur Internet. Et le nouveau religieux s'articule sur ce code-là. Jésus est mon sauveur, point. Le djihad, Allah, ce sont quasiment plus que des slogans maintenant. Et alors, si la religion n'est pas seulement une affaire d'opinion et de théologie, comme vous l'avez découvert, vous le racontez dans le livre, en trouvant refuge dans le mausolée d'un saint pour éviter un bombardement russe, ce qui était, d'un point de vue rationnel, un peu absurde, qu'est-ce que c'est la religion aujourd'hui? C'est affaire de quoi? Et on ne comprend plus le religieux, surtout en France. C'est-à-dire que quand on voit du religieux, tout porte d'ailleurs sur la visibilité du religieux, le voile, mais aussi la soutane, la croix, etc. Quand on voit du religieux, on le trouve bizarre. En 1946, quand l'abbé Pierre a été élu député à l'Assemblée nationale française, il est venu au Parlement en soutane. Bon. Tout le monde a trouvé ça normal. Il n'y a aucun député communiste qui s'est levé en claquant la porte. D'ailleurs, les communistes, à l'époque, ils aimaient bien se mettre en bleu de travail pour embêter le bourgeois. Maintenant, d'abord, il n'y a plus de curés élus. Ensuite, il y a de moins en moins de curés. Et troisièmement, si un curé quand même était élu au Parlement, il serait impossible qu'il rentre en soutane dans l'Assemblée nationale. Donc on a une déculturation de la laïcité. La laïcité ne connaît plus le religieux. Elle ne sait pas ce que c'est. Donc elle le voit sous la forme du fanatisme. Mais comme les religieux ne connaissent pas non plus maintenant les born again, les convertis, ils connaissent très mal leur propre religion. Donc eux aussi s'expriment par la violence du signe, l'exhibition du signe, comme la burqa par exemple. Mais à vous lire, vous avez quand même des mots très très durs sur la laïcité, enfin, ou sur le laïcisme selon le terme qu'on veut employer, que vous comparez à un essentialisme laïque, voire quasiment à de l'islamophobie. Est-ce qu'il faut aller jusque-là?
Il y a une phobie dans la laïcité, ça c'est clair, puisque la laïcité d'aujourd'hui ne veut pas admettre que la loi de 1905 n'est pas l'exclusion du religieux de l'espace public. Vous demandez aujourd'hui dans les gens, vous faites un radio-trottoir, vous demandez c'est quoi la laïcité? Ça veut dire que le religieux est privé. Mais c'est dans aucune loi en France. La loi de 1905 porte sur les cultes. Et par définition, un culte, c'est public. Hein. C'est une activité, un culte. C'est une série de gestes. Une procession, c'est un culte. La sonnerie des cloches, ça fait partie du culte. Donc la loi de 1905 n'excluait pas le religieux de l'espace public. Elle organisait le religieux sous le contrôle de l'État, sous le contrôle de la mairie, par exemple, pour les processions, des choses comme ça. Or, aujourd'hui, on veut exclure le religieux de l'espace public. Et on ne voit que le fondamentalisme. Mais le religieux, c'est autre chose que ça. Vous avez des gens croyants. Or, on ne comprend plus la croyance aujourd'hui. Si des gens se disent croyants, par exemple, tout le monde va les regarder comme si c'était une espèce de maladie, hein, de défaut. Et d'ailleurs, on voit très bien que beaucoup de croyants, soit ils se taisent, soit ils font la provocation. Hein, parce qu'ils n'arrivent plus à parler de leur religion, ou tout simplement de leur foi, de manière normale. La normalité du religieux a disparu. Donc du coup, ça crée un effet phobique. Mais est-ce que quand même une forme, alors pas forcément de laïcité, mais en tout cas de sécularisation, et pas corollaire de la démocratie? La sécularisation politique, mais en rien la sécularisation de l'espace public. Vous avez des démocraties, la démocratie américaine. La démocratie américaine s'est installée, est née dans une société qui était profondément religieuse, et qui n'a jamais, qui a voulu séparer la religion de l'État pour protéger le religieux de l'État. Alors qu'en France, la laïcité française, c'est pour protéger l'État du religieux, et d'un religieux très particulier, l'Église catholique. Hein. Le travaillisme britannique, par exemple, est né dans des milieux profondément religieux, des méthodistes, qui étaient contre l'Église établie, l'Église anglicane. Donc on confond, je dirais, sécularisation de la société, c'est-à-dire le fait que les gens soient de moins en moins religieux, et sécularisation du politique, qui là veut dire que oui, il faut séparer le politique du religieux. Mais on peut le faire dans une société qui reste très, très croyante, comme les sociétés du monde musulman aujourd'hui. Et ça, vous dites que c'est un problème qui se pose particulièrement à la gauche, qui est incapable de penser la religion autrement qu'en termes soit d'aliénation, soit d'identité. Oui, et l'aliénation, c'est donc dire que les gens qui parlent de leur foi, eh ben, dans le fond, ne savent pas ce qu'ils disent, donc il ne faut pas les écouter, qu'une fille qui porte le foulard ne doit rien dire sur le fait de porter le foulard, parce que ça n'est plus sa parole à elle. Hein. Donc on a cette espèce, mais il n'y a pas que pour les filles voilées, je veux dire, il y a aussi pour les prostituées, etc. On a une catégorie de personnes tient un discours qui n'est pas considéré comme un discours d'émancipation, on ne l'écoute plus. Hein. Ce qui est très grave dans une démocratie, quand on n'écoute pas les individus. Et d'autre part, l'autre dimension, c'est l'identité. Il y a une espèce d'accord partout maintenant pour dire que le religieux, c'est de l'identitaire. Bon, ça peut être vrai à certains moments. En Irlande du Nord, par exemple, catholiques et protestants, oui, c'est pas une question de pratique religieuse, c'est une question d'identité. En Irak aujourd'hui, chiites, sunnites, c'est beaucoup plus une question d'identité politique que de pratique religieuse. Mais l'identité tue le religieux. Parce que on peut être, par exemple, dans des pays confessionnels comme le Liban, vous pouvez être un marxiste athée, mais vous avez forcément une religion sur votre carte d'identité. Vous êtes maronite, ou vous êtes sunnite, ou vous êtes chiite. Et ça tue le religieux. Donc l'Église, par exemple, c'est un problème des mouvements populistes aujourd'hui, qui disent l'identité de l'Europe est chrétienne. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Je veux dire, si l'Europe est chrétienne, alors elle doit avoir des valeurs chrétiennes. Donc il faut accueillir l'étranger, être bon avec l'immigré, ce qui n'est pas exactement le programme du Front National. Hein. Mais est-ce qu'on ne peut pas néanmoins dire que voilà, certaines femmes dans la religion musulmane sont aliénées, d'ailleurs, sans faire d'essentialisme pour autant, parce qu'après tout, on sait que les religions ont une lourde histoire patriarcale. Que ce soit l'islam, le judaïsme ou le christianisme. Les trois grandes religions monothéistes sont des religions qui sont anthropologiquement patriarcales, hein, c'est évident. Et qu'est-ce qu'on voit dans ces trois religions-là? On voit de plus en plus l'affirmation du religieux dans l'espace public être prise en main par les femmes. L'Église catholique, ça fait depuis le 19e, où l'Église catholique se serait effondrée s'il ne restait que les curés. Toutes les paroisses aujourd'hui marchent grâce aux femmes. Hein. Ce sont elles qui font le catéchisme, ce sont elles qui tiennent tout. Et cette féminisation de l'Église catholique est apparue au début du 19e siècle. Aujourd'hui, on a, c'est paradoxal aussi, une féminisation de l'islam. On voit par exemple les femmes exiger d'être dans les mosquées. Ça crée des tensions, on trouve des compromis, des solutions de ça, mais parce que c'est nouveau.
C'est tout à fait nouveau. Dans une société musulmane traditionnelle, les femmes n'allaient pas à la mosquée. On voit maintenant dans le judaïsme, et ça a commencé par le judaïsme libéral, mais ça s'étend maintenant vers le judaïsme conservateur, voire orthodoxe, des femmes vouloir être rabbins. Et dans l'Église catholique, on voit des femmes protester contre le refus d'ordination des femmes. Donc, si vous voulez, c'est un peu ça le paradoxe. C'est-à-dire, là, vous avez une demande d'émancipation de la femme à l'intérieur d'un système qui n'a pas spécialement prévu l'émancipation de la femme. Mais ça, si on est un libéral, et moi là je me définis comme un libéral, c'est pas à nous de juger, c'est pas à nous d'imposer de l'extérieur un modèle de qu'est-ce que l'émancipation, parce qu'alors on n'est plus démocrate. Et donc on voit aujourd'hui une laïcité qui se retourne contre la démocratie. Et ça, c'est très grave. On voit en Tunisie, par exemple, où les laïcs ont voulu, alors ça s'est arrangé bien pour le moment, faire interdire le parti Nahda au prétexte qu'il était islamiste. Bon, et à la fin, le parti Nahda a fini par voter la constitution, aujourd'hui la plus laïque de tout le monde musulman, en tout cas de tout le monde arabe. Vous parlez des Narda. Vous avez signé il y a quelque temps, Olivier Roy, un livre qui s'intitulait « L'échec de l'islam politique ». Après ce livre, on a vu la victoire de l'AKP en Turquie, on a vu effectivement la victoire des Narda en Tunisie, on a vu les frères musulmans, même si on a vu ce qui est advenu en Égypte. Pourquoi ce titre qu'on comprend toujours assez mal aujourd'hui ? C'est l'échec de l'idéologie islamiste. C'est-à-dire l'idée qu'on peut créer un État islamiste fondé sur le Coran, où les institutions seraient islamiques, où il y aurait une justice islamique, une économie islamique, des institutions islamiques. Ça ne marche pas. Bon. Et si l'AKP a pu prendre le pouvoir par les élections, si Nahda a pu prendre le pouvoir et surtout a pu le quitter, c'est parce que justement ils ont compris que ça ne marche pas. Donc le positionnement de Nahda et de l'AKP, c'est pas de se présenter comme des partis religieux qui veulent établir la charia, c'est de se présenter comme des partis conservateurs. Certes, ils sont très conservateurs, nationalistes, avec un programme économique d'ailleurs souvent libéral, sur le modèle, je dirais, un petit peu des républicains américains, qui sont très souvent leur vrai modèle, beaucoup plus que l'Arabie Saoudite. Et dans ces cas-là, je dis, c'est très bien. C'est que ces partis ont accepté la sécularisation du champ politique. Donc c'est l'échec de l'islam politique. D'accord, mais donc il y a une tension entre ce que deviennent ces partis, qui deviennent des partis conservateurs assez classiques, un peu comme ce qu'a pu être la démocratie chrétienne à un moment en Europe, et d'autres qui se réfugient soit dans un fondamentalisme plus quiétiste, mais en gros un retour au texte finalement déconnecté de la sphère politique, ou une version djihadiste. Enfin, c'est comme ça qu'implose l'islam en politique, pour ne pas dire l'islam politique. C'est ça, mais ça c'était dans mon livre. Dans mon livre L'échec de l'islam politique, je voyais à la fin deux possibilités. Donc soit la transformation des partis islamistes en partis, disons, démocrates chrétiens, bon, plus en style bavarois qu'en style napolitain. Et l'autre alternative, le salafisme, que j'appelais le néo-fondamentalisme, c'est-à-dire des gens qui se disent, bon, finalement, de la politique politicienne, on ne tirera jamais rien. Il faut abandonner ce projet politique et il faut se replier sur la réislamisation, d'abord de moi-même, donc c'est le phénomène de born again qui existe en islam comme dans le christianisme, et puis ensuite dans le prêche, la prédication, pour ramener petit à petit tous les individus d'une société dans le droit chemin. Bon, et puis il y a une version extrême que j'avais moins soulignée à l'époque, qui est le djihadisme, qui consiste à dire, de toute façon ça ne marchera pas, on sera toujours perdant, donc il faut se lancer dans le djihad et il faut s'attaquer au cœur du mal, c'est-à-dire l'Empire américain. Pourquoi est-ce que les islamologues dont vous êtes l'un des représentants semblent complètement quand même diverger sur ce que va devenir l'islam, soit en terre, d'ailleurs autant en terre d'Orient qu'en terre occidentale ? Parce qu'il y a un problème dans la profession qui est lié à la manière dont elle s'est constituée et que Edouard Saïd dénonçait dans l'orientalisme, c'est qu'elle s'est constituée sur l'idée qu'il y avait un islam, qu'il y avait une civilisation islamique, un monde islamique, et qu'on avait donc un logiciel islamique qui fonctionne de l'époque du temps du prophète jusqu'à maintenant et dans tout musulman, que tout musulman est agi par une sorte de logiciel coranique qui serait implanté dans sa tête dès sa naissance. Bon, ce que Edouard Saïd dénonçait, et que Maxime Rodinson d'ailleurs aussi dénonçait. La tradition marxiste dénonce aussi ça. Parce que je m'aperçois que beaucoup d'orientalistes, non, je dirais on parle d'islamologues, ont effectivement une vision de la religion comme théologie. C'est-à-dire la religion, c'est un corpus, c'est un ensemble de normes, et puis voilà, l'islamologue comme l'oulama ou le cardinal disent ce qu'est la vérité du religieux. Le bon islam, c'est ça. Le christianisme, c'est ça. Ce qu'on ne comprend pas, c'est que les gens, les croyants, ils s'en fichent de la théologie. Les gens, ils lisent pas des bouquins de théologie, ils se demandent pas
matin qu'est-ce que la religion leur dit de faire ou pas. Les gens vivent la foi comme une culture personnelle, comme une expérience de la vie. Et donc le croyant n'a pas le dogmatisme du théologien, par définition. On le voit bien quand la religion est, j'allais dire, incarnée dans une société. La vie de paroisse, c'est pas du bourrage de crâne. C'est pas un curé qui, du matin au soir, vous explique ce que vous devez faire ou pas faire. Ça, c'est la vision caricaturale que les anticléricaux ont. Le curé, c'est aussi un personnage réel, dont les gens connaissent parfaitement les faiblesses. Le christianisme, c'est aussi une sociabilité de paroisse. C'est aussi une gestion de ce qu'on appelle le péché, c'est-à-dire en fait de la vie normale et ordinaire, etc. Tout est beaucoup plus compliqué, et c'est ça qui fait que ça marche. Ça ne marche plus quand ça se transforme en un système de normes imposé de l'extérieur. Mais celui qui n'est pas croyant voit la religion comme un système de normes. Alors la religion, c'est une expérience personnelle, c'est autre chose. Quand on lit comme ça un peu ce livre rétrospectif sur votre parcours, Olivier Roy, bon, outre toutes les anecdotes, toutes les histoires qu'on découvre, puisque vous en racontez beaucoup, on s'aperçoit que derrière l'islamologue, il y a, et ça correspond à votre idée qu'au fond c'est toujours la politique qui décide de la place du religieux et non l'inverse, il y a cette idée que il faut penser géopolitique, géostratégie, et que ça, il ne faut pas le laisser à la droite. C'est quoi cette idée ? C'est un thème plus général, c'est-à-dire que dans la mouvance, disons, de l'extrême gauche, pas de 68, l'extrême gauche et la gauche aussi au PS, il y a ce même type de réflexion. On s'est aperçu, enfin moi, rétrospectivement, hein, souvent, qu'un certain nombre de thèmes qui, dans les années 30, 50, étaient des thèmes de droite, ont été repris par la gauche et l'extrême gauche dans les années 60. La géostratégie, parce que c'est les rapports de force, parce que c'est pas simplement penser le monde en termes strictement économiques, sur le modèle marxiste, ou en termes strictement idéologique. C'est d'autres choses derrière l'économie et l'idéologie. Mais aussi l'écologie. L'écologie était à droite dans les années 30. Là. Heidegger, hein, qui est le écologiste à sa manière, bon, était, on le sait, un nazi. Et l'écologie est passée à gauche dans les années 60, la fin des années 60. La gauche était productiviste. Elle était optimiste. Elle pensait que le développement allait résoudre tous les problèmes. Donc on voit comme ça, bon, le respect des cultures, par exemple. La gauche, la Révolution française, comme Marx lui-même, était très anticulturaliste. C'est pas la Révolution française qui avait du respect pour le breton ou pour le basque. Bon. Et dans les années 60, au contraire, on va découvrir la juste lutte de libération des peuples, du peuple basque, du peuple breton, du peuple occitan. Moi, je me rappelle de soirées, bon, je suis ni breton ni occitan, mais où il y avait un représentant du mouvement de libération occitan qui discutait avec un représentant du mouvement de libération basque sur les frontières entre Biarritz et Bayonne pour éviter une guerre future entre la République populaire d'Occitan et la République populaire du Pays basque. Bon. Ça, c'est les années 60. Hein. Et on est resté aussi avec cette fascination, oui, pour les peuples. Donc ce thème culturaliste est passé à gauche dans les années 60. Et maintenant, malheureusement, il est resté. La gauche est devenue multiculturaliste au mauvais sens du terme. C'est-à-dire on pense que les cultures, dans le fond, l'emportent sur les individus. Et la gauche est passée à droite avec ça. Elle est devenue huntingtonienne. En devenant multiculturaliste. Oui. Parce qu'on pense qu'une minorité culturelle, par exemple, c'est d'abord leur culture. Et qu'il faut, quand on défend le voile au nom du respect des cultures, moi j'ai dit c'est une très grave erreur. On peut défendre le port du voile comme un choix individuel, un choix religieux qu'on respecte, même si on ne l'approuve pas, mais dire le port du voile, bon, bah, c'est l'expression de l'identité des musulmans, ça n'a pas de sens. Hein, parce que alors, qu'est-ce qu'on fait les gens qui refusent le voile? Ils n'ont pas d'identité. Donc il faut revenir à ce que c'est l'expression d'une foi personnelle. Alors, si vous dites que le culturalisme, que ce soit le multiculturalisme ou le monoculturalisme, est une explication trop paresseuse, voire n'est pas explicatif du tout, comment on fait quand même, et vous le soulignez vous-même dans le livre, il y a des différences culturelles qui ont valeur d'explication. Enfin, vous citez quand même le cas édifiant de médecins humanitaires débarquant en Afghanistan et confrontés quand même à des manières d'envisager le soin et des priorités, parce qu'on est dans un contexte de guerre où on est obligé de faire des priorités qui sont incompréhensibles pour un occidental. Oui,
Alors justement, mais alors les médecins d'ailleurs, j'ai beaucoup d'admiration pour eux parce qu'ils étaient prêts à s'adapter à toutes les situations de guerre, de difficulté de vivre, de précarité, tout, mais ils ne transigeaient jamais sur la médecine. Hein. Sauf de vieux médecins de campagne de chez nous qui prenaient leur retraite chez MSF en Afghanistan. Mais les jeunes, non, pas du tout, ils étaient intransigeants. Il y a une éthique de la médecine. Mais les choses sont plus compliquées que ça. Et moi, je servis souvent de traducteur, hein, donc je me retrouvais évidemment coincé entre un jeune médecin indigné, français indigné, et puis un paysan qui avait refusé d'amener son bébé ou sa femme voir le médecin. Mais on discute. Je veux dire, de même que le médecin de campagne en France, il se heurte aussi à des préjugés. Il n'y a plus de médecin de campagne maintenant, donc on ne peut plus donner cet exemple-là. Mais ils discutent. Évidemment, ils avaient la même langue et le même référentiel. Mais et c'est là que j'insiste. Moi, mon expérience en Afghanistan, au Yémen, c'est que les gens discutent. On n'a pas en face de nous une mentalité. On n'a pas en face de nous une culture qui refuse de faire des concessions à l'occidentalisation. On a des gens qui ont un répertoire de croyances, de défense aussi, de protection d'eux-mêmes, bon, qui ont des habitus, qui ont des habitudes, qui ont peur du qu'en dira-t-on, très très important la peur du qu'en dira-t-on, bon, mais qui sont prêts à discuter des décisions qu'ils ont faites, des choix qu'ils ont pris, et éventuellement à les remettre en cause. Bon, ça bouge dans les sociétés musulmanes, on ne le voit pas. On pense toujours que le musulman, lui, il est fixe, alors que l'occidental, il a le droit, par exemple, d'avoir été gauchiste ou fasciste à 18 ans et de devenir un intellectuel respecté, membre de l'Académie française à 60 ans. L'occidental a droit à une trajectoire. Il a droit à un parcours. Le musulman, une fois qu'on est terroriste, est tout le temps terroriste. Donc on ne comprend pas, par exemple, ces jeunes qui vont faire le djihad. On se dit, ah là là, ils vont représenter un danger sécuritaire au retour. Bon, certains d'entre eux, oui, ils vont représenter un danger sécuritaire. Mais on ne voit pas du tout que beaucoup d'entre eux, peut-être la plupart d'entre eux, vont revenir démolis par cette expérience-là, en se disant, mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait comme bêtise, hein. Comme beaucoup de jeunes maoïstes qui ont fait quelques années de révolution culturelle, sont revenus en se disant, bon, peut-être qu'on a fait une erreur de logiciel quelque part. Et comment alors est-ce qu'on peut sortir de ce paradoxe que vous soulignez, que c'est finalement l'anthropologie, l'ethnologie qui ont fourni d'abord à la nouvelle droite, puis maintenant au fond à certaines formes de gauche, on va dire forte entre guillemets, le différentialisme culturel comme en gros visage présentable d'un racisme biologique qui était plus possible après la Seconde Guerre mondiale? Parce que dans les années 50, le différentialisme culturel, Lévi-Strauss par exemple, était progressiste. Hein. C'était une manière de dire, il n'y a pas de supériorité d'une race ou d'une civilisation, toutes les cultures sont égales en dignité, et il y a autant d'intelligence et de rationalité chez un Ambicoara du Brésil que chez un intellectuel français. Et alors cette idée est devenue, c'est figé, hein, au nom justement de la défense des cultures, qui est aussi une forme d'écologie d'ailleurs, défense des peuples menacés, défense des cultures. Et du coup, la gauche a entériner le logiciel différentialiste sans voir qu'il n'avait plus du tout la même fonction maintenant dans un monde globalisé. Donc la gauche ne laisse de choix qu'entre l'assimilation et la défense des minorités. Elle ne s'interroge plus justement sur la liberté individuelle. La gauche ne s'intéresse pas à la liberté individuelle, sur les questions de trajectoire, de choix, de changement et de dialogue, pas au sens où on dialogue entre deux groupes de culture, mais où on est dans un dialogue entre individus permanent. C'est fini aujourd'hui les débats, c'est des matchs de boxe. Hein. Et à ma droite, monsieur Machin qui défend ça, à ma gauche, madame Machin qui défend ci. Allez-y, vous avez 3 minutes et au coup de gong, on dit il a gagné ou il a perdu. On n'est plus dans la communication. Enfin, aujourd'hui, la com, c'est un mauvais mot. Pour parler de votre trajectoire à vous et de votre parcours à vous, bon, maintenant vous êtes au CNRS, à l'Institut universitaire de Florence, mais en fait vous avez rejoint assez tardivement le champ académique. Hein. Vous avez commencé comme prof de philo dans un lycée technique de Dreux, puis vous avez voyagé dans toutes les conditions possibles et imaginables, notamment en Afghanistan. Et globalement, ce qui caractérise votre parcours, c'est que vous avez toujours recherché un usage pratique des savoirs que vous trouviez sur le terrain, quitte à discuter avec les services secrets, quitte à être employé par les militaires ou le service ou le ministère des Affaires étrangères, quitte à accepter des missions officielles, quitte à travailler pour toutes les institutions qui faisaient un peu enfin qui tentaient de faire des ponts entre savoir et politique. Pourquoi cette démarche ? D'abord, moi j'aime bien les situations complexes. Hein. Je jouis de la complexité.
Donc, quand on dit c'est pas clair, ça me plaît. J'aime la pénombre, certaines formes d'obscurité. J'adore changer d'identité. Hein. Ça, c'est un truc comme ça. J'ai fait des faux papiers. Donc là, par exemple, vous êtes sur la photo, c'est vrai que vous n'avez pas du tout la même tête que là, non, maintenant. puis, Là. oui. Bon, c'est en 83, mais on va dire que c'est aussi parce que vous êtes bien déguisé. Oui, et j'avais une fausse carte de réfugié afghan avec lequel je passais à la frontière, et j'aimais ça. Hein. Il y a des gens qui disent... Vous arrivez à me faire passer pour un Afghan? Ah oui, j'ai passé chaque fois que je passais la frontière pendant la guerre, hein, entre l'Afghanistan et le Pakistan, des deux côtés de la frontière, il fallait que je sois pris pour un Afghan. Parce que du côté afghan, il y avait des risques de dénoncer aux Russes ou aux communistes, et du côté pakistanais, les Occidentaux n'avaient pas le droit de circuler en zone tribale, et de toute façon, les visas étaient expirés. Hein. Donc il fallait, et j'avoue que certaines fois, quand je suis repassé du côté pakistanais en tenue afghane, et en particulier à un moment avec ma compagne de l'époque qui, elle, a pris la burqa, on a presque du mal à se remettre en bourgeois, comme on dit aujourd'hui, à se remettre, comme on disait autrefois, à se remettre en civil, en européen. On prenait un plaisir à planer comme ça, bon, à se promener dans les marchés, et on était considérés effectivement comme des Afghans, traités comme des Afghans, donc plus ou moins bien. Les prix étaient plus bas, ça avait un avantage. Hein. Et on aimait ça. Bon, après, évidemment, on reprenait nos tenues occidentales, nos passeports, nos visas. Mais alors, pour revenir au fait que vous aimez les situations de pénombre, mais que vous étiez en contact avec les institutions d'État, voire avec les services secrets, est-ce que ce mélange des genres, il n'est pas risqué? Parce que est-ce qu'on peut être à la fois vraiment expert et chercheur, au sens où l'expert reprend les catégories qu'on lui donne, alors que le chercheur ou l'intellectuel est censé plutôt les déconstruire? Oui, alors d'abord, j'aime le risque, hein, donc ça, c'est pas ça qui me gênait. Mais d'autre part, effectivement, il y a un défi intellectuel là-dedans. La sécurité, que ce soit la police, les services, etc., sont obsédés évidemment par la sécurité, c'est leur boulot. Le terrorisme, repérer les méchants, les fanatiques, etc. Donc ils ont des catégories intellectuelles, le fanatisme, le terrorisme, la délinquance, qui ne sont pas les catégories intellectuelles que moi j'utilise, qui sont des catégories intellectuelles beaucoup plus anthropologiques et sociologiques. Mais en même temps, qu'est-ce qu'on fait? Soit on dénonce leur usage et on refuse de leur parler, soit on essaie d'établir une relation. Parce que tout dépend, si on est d'accord sur les finalités, c'est ça la question. Hein. C'était la question que se posaient les anthropologues français dans les colonies. Hein. Bourdieu a été sociologue en Algérie dans un contexte colonial. Hein. On se crée une virginité, nous les intellectuels maintenant, comme si les intellectuels avaient toujours été en dehors de la politique. C'est pas vrai. En France, les intellectuels font toujours de la politique, et deux, ils ont toujours été partie prenante de l'appareil d'État. Donc ça, c'est quelque chose qui... je m'inscris dans une tradition de l'intellectuel français là-dessus. La finalité, c'est quoi? Bon, je suis d'accord. Il y en a aussi des intellectuels qui disent non, il faut rester pur, justement, il ne faut pas être trop proche des institutions d'État. Ça, c'est aussi une tradition intellectuelle française. Les clercs, enfin, le clerc, il n'est pas censé être en contact avec le barbouze. Oui, bon, dans la vie quotidienne, non, certainement. Mais on est régulièrement dans des situations d'exception. Hein. Je veux dire, pendant la guerre, par exemple, les anthropologues se sont mis oui, il y en a qui sont mis au service des deux camps, d'ailleurs. Hein. Bon, mais on a eu des anthropologues résistants qui ont rejoint la France combattante et qui ont aidé à mobiliser les sociétés colonisées du côté de la France libre, hein, parce qu'ils étaient anti-nazis. Bon, très bien, mais on peut dire, d'accord, vous êtes anti-nazis, c'est bien, mais vous avez contribué à mobiliser des goumiers marocains ou des Polynésiens dans les troupes d'élite de l'armée française. Bon, ce sont quand même essentiellement des gens venus des colonies qui ont mené la guerre en 1944 hein, au nom de la France libre. Donc, mais c'est parce qu'ils étaient d'accord sur la finalité, lutter contre le nazisme. Je suis pour lutter contre le terrorisme. Hein, je suis pour faire en sorte qu'il n'y ait pas de terrorisme en France ou qu'il y en ait le moins possible. Par contre, voir dans chaque jeune qui porte la barbe et qui n'est pas content de l'ordre établi un futur terroriste, je ne suis pas d'accord. Donc c'est là, si vous voulez, que j'interviens. C'est la charnière en disant oui, il y a un problème de terrorisme et oui, il faut comprendre le point de vue des services de sécurité. Bon, parce qu'il y a des gens intelligents aussi dans les services de sécurité. Le policier qui dit bon, moi mon boulot c'est de regarder la radicalisation des jeunes de banlieue et l'intellectuel me dit oui, mais tant qu'il y aura du racisme et tant que
le conflit israélo-palestinien durera, il y aura une radicalisation. Alors évidemment, bon, si on attend la fin du racisme et la fin du conflit israélo-palestinien, on ne fera rien. Donc moi, c'est de dire, comment est-ce qu'on peut, dans cet interstice, dans cette complexité, comment est-ce qu'on peut agir? Bon. Et justement, en comprenant le jeune en question, c'est pour ça que je m'intéresse beaucoup au phénomène de déradicalisation, au parcours de ces jeunes, et à discuter avec ces jeunes, même si, évidemment, quand ils sont dans la phase ascendante djihadiste, la discussion est en général assez impossible. Mais j'ai eu des accrochages avec des jeunes djihadistes en Afghanistan. Bon, à l'époque, ils étaient plus polis, ils ne décapitaient pas, mais ils tapaient, ils tiraient. Et puis j'en ai retrouvé certains d'entre eux 20 ans après. Et là, on discute justement sur bon, qu'est-ce que ça a été que l'impasse de la radicalisation. Mais du coup, face à cette demande d'expertise, vous distinguez trois attitudes possibles. Soit on évite la demande d'expertise et on reste pur, mais on peut avoir l'impression peut-être de ne pas agir. Soit on est dans la complaisance, soit on est dans ce que vous appelez la gestion distanciée. C'est quoi? Vous pouvez me donner un exemple de gestion distanciée? Les gestions distanciées, ben, c'est ça, par exemple, sur le profiling. Donc, les services en fait, de sécurité cherchent à faire du profiling, c'est-à-dire qu'est-ce qui fait qu'un jeune peut devenir radical. Bon. Si c'est pour ensuite repérer les jeunes en fonction de leur profil, justement, pour les mettre sous surveillance, etc., là, on rentre totalement dans la logique de type policière. Par contre, si on leur dit oui, il y a un profiling, mais justement, dans ce type de profil de ces jeunes-là, il faut comprendre les dynamiques qui sont à l'œuvre et agir à ce moment-là sur les dynamiques et pas catégorier les individus. On peut faire quelque chose de positif sans les coincer, parce que si on les coince, on accentue la révolte. Donc il faut effectivement comprendre les dynamiques. Et ça, parce qu'il y a quelque chose que j'ai... évidemment, ça dépend à qui on a en face de soi. Ouais. Un policier de base américain, c'est très difficile d'avoir sur de dialogue, parce qu'ils sont d'une vision complètement manichéenne des choses. Mais vous avez des policiers britanniques ou même français qui ont une pratique de terrain. Par exemple, je vous donne un cas. Il y a eu des jeunes Français qui étaient à Guantanamo, et les Français ont fini par obtenir un droit de visite. Bon, donc des policiers français sont allés voir là-bas, et un des policiers français a retrouvé chez ces jeunes quelqu'un qu'il connaissait, qu'il avait rencontré, non pas en tant que membre d'Al-Qaïda, bien sûr, mais en tant que jeune, bon, islamisé, un peu radicalisé, etc. Et ils se sont très bien entendus. Parce que, le type n'était pas terroriste d'Al-Qaïda, il a fini par être libéré, et il est en France, et les Français lui ont rendu son passeport sans problème. Et le jeune a pu s'expliquer sur comment il s'est retrouvé à Guantanamo, alors qu'en fait, son parcours était pas du tout terroriste et parfaitement logique. Et le policier français qu'il avait en face de lui a compris ce parcours-là. Et les Français ont pu négocier, en promettant évidemment de le reprendre en France, sa sortie de Guantanamo. Et je suis en contact avec ce jeune-là. Donc il y a un espace où on peut faire quelque chose, mais il faut évidemment pas le faire de manière dogmatique. Mais vous n'aviez pas peur quand même d'être instrumentalisé là, dans tous vos contacts avec les services secrets, et des fois en plus, que ce soit au Tadjikistan ou en Afghanistan, on a l'impression quand même de monde complètement... Enfin, vous décrivez vous-même la force de l'alcool avec, là, je sais plus, là, ce chef de poste de la CIA qui se réveille même pas tellement il est saoul quand une bombe fait exploser le toit de sa maison. Enfin, comment est-ce qu'on peut faire la recherche dans ces conditions ? D'abord, c'est amusant. Je veux dire, ensuite, comme il était complètement bourré, c'est pas lui qui m'a instrumentalisé. Donc non, là, on est aussi dans c'est du John le Carré, cette histoire-là. Le type est devenu complètement, à mon avis, un peu fou, et il a été arrêté par le FBI et viré de la CIA. Bon, oui, mais parce qu'il voulait tuer Saddam Hussein. Il voulait tuer Saddam Hussein. Oui. Il avait raison à tout le monde. Enfin, il avait raison sur ses services avant tout le monde. Il avait raison, mais bon, il sort de la logique bureaucratique. Donc, si vous voulez, c'est un système qui craque un peu de tous les bords. Et moi, je joue à la marge. Jamais j'ai des positions institutionnelles lourdes. Je suis un électron libre et je tiens à le rester. Vous avez occupé des fonctions officielles, notamment au Tadjikistan, alors que vous dites que vous aviez souvent jugé vaine la démarche diplomatique. Pourquoi est-ce que vous avez changé d'opinion là-dessus? Qu'est-ce qu'on peut attendre d'une diplomatie que, c'est vrai, on a l'impression est souvent quand même défaillante? Oui, non, mais il y a un folklore diplomatique, les réceptions de l'ambassadeur, etc. Mais il y a des vrais professionnels dans la diplomatie, en particulier dans la diplomatie française. Ce qui ne veut pas dire que la politique est bonne, c'est autre chose. Quand on a une situation de conflit, il
il y a un moment où aucun des personnes impliquées n'a envie de mettre fin au conflit parce qu'ils pensent tout simplement gagner. Bon. Mais il y a un moment donné où un certain nombre d'acteurs se rendent compte qu'il faut négocier. Mais on négocie quoi? Ça veut dire quoi négocier? Qui? Comment? Ça. Et alors, au début, il y a toute une activité diplomatique que moi je trouvais vaine, qui était la construction de scénarios. Construire des scénarios, des réunions absolument interminables, où on faisait des papiers, des non-papiers, etc., qui étaient complètement déconnectés de la réalité. Mais ce processus diplomatique permettait à des gens, en fait, de se rencontrer. Ils pouvaient parler pendant des années, et à la fin, quand il fallait bien sûr que les deux camps se rendent compte qu'il faut négocier, il y avait, je dirais, le terrain était préparé. Un, sur le plan personnel, par les relations qu'ils avaient eues en négociant, et deux, parce qu'il y avait des dizaines de scénarios, dont certains complètement loufoques, qui avaient été envisagés, mais qui rendent possible l'exploration d'un des scénarios à la fin. Un bon exemple, si vous voulez, de scénario complètement loufoque, qui a marché, c'est Dayton sur la Bosnie. Les accords de Dayton sont loufoques, parce qu'on a créé une Bosnie-Herzégovine qui ne fonctionne pas. Donc seul un diplomate peut avoir inventé un truc aussi loufoque. Mais en même temps, cette usine à gaz a permis de mettre fin à la guerre. Dans des conditions pas forcément justes, en particulier pour les Bosniaques, et ça on est tous d'accord. Mais elle a permis de ramener les Serbes dans le chemin, un, de la négociation, et puis deux, d'accepter les responsabilités par la suite. Donc, c'était pas absurde. Hein. Et moi, j'ai participé comme observateur aux négociations entre le régime, disons, néo-communiste du Tadjikistan et l'opposition islamiste. Bon, ils avaient entre eux des années enfin, de guerre extrêmement sanglante. Hein. Le contentieux était très, 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 très lourd, de meurtres, de viols, d'assassinats, de tortures, etc. Mais, à la fin, sous, disons, un peu l'égide de l'ONU, du HCR, etc., ils ont trouvé un accord qui a permis aux réfugiés de rentrer au Tadjikistan. Bon, sans être inquiétés, bien sûr dans une position d'infériorité, dans des conditions économiques très précaires, etc. Mais des dizaines de milliers, voire même 100 000, 200 000 personnes ont pu rentrer dans leur village. Et ça, je considère que c'est un succès. Hein. Alors évidemment, moi j'étais censé rétablir la démocratie et les droits de l'homme en 6 mois renouvelables une fois, c'est un échec. Hein. Bon, ça va être un échec. Mais au moins, voilà, les gens sont rentrés dans leur village. On a l'impression, effectivement, quand on lit votre parcours là, dans ce livre, Olivier Roy, que se frotter aux diplomates, aux militaires, voire aux services secrets, c'est aussi une manière d'avoir accès à des terrains qu'en tant que simple chercheur, vous n'auriez peut-être pas pu arpenter. Vous le dites plusieurs fois dans ce livre, il faut revenir au terrain, l'université manque de terrain, aujourd'hui les sciences sociales manquent de terrain. Est-ce que pour vous, c'est lié à des raisons endogènes à la recherche et au monde académique en général, ou est-ce que c'est lié au fait que le monde est moins ouvert? Parce que quand on vous lit et quand on lit ce que vous avez fait dans votre jeunesse, on se dit aussi que même ma génération, elle n'aura jamais vécu ça. C'est-à-dire que je ne sais plus à quelle frontière vous êtes, vous prenez un stylo, vous changez la date sur le passeport et hop, vous passez. Bon. Oui, aujourd'hui, c'est beaucoup plus difficile de falsifier un passeport. Donc les jeunes n'ont pas les chances que moi j'ai eues autrefois, ça je le reconnais. Mais en même temps, il y a plein de jeunes qui veulent aller sur le terrain. Hein. C'est pas là que le problème est. Ils ont des empêchements à deux niveaux. Un niveau bureaucratique. Hein. Les règlements, la surveillance, c'est considérablement accru. Bon, je prends le cas du CNRS par exemple, où le rôle du conseiller pour la sécurité, pour les affaires de sécurité, est devenu drastique en 30 ans. C'est-à-dire que maintenant, il y a quelqu'un qui est un militaire qui décide dans quel pays on peut aller, pas aller, et il n'y a pas de discussion. Bon, à l'époque, il suffisait de ne pas abandonner une mission et d'aller, et puis l'administration regardait ailleurs, et ça se passait bien. Donc il y a une bureaucratisation de la recherche, une augmentation, mais même, je dirais, parfois à la demande même des chercheurs, les règles d'éthique, hein, deviennent extrêmement pesantes maintenant. Alors, je comprends que l'éthique soit un sujet, hein, mais quand on doit certifier qu'aucun animal n'a souffert des recherches qu'on entreprend, ça pose des problèmes. Bon, j'ai un cheval là, que j'avais acheté il y a 20 ans, il a beaucoup souffert des recherches que j'ai entreprises. Bon, donc j'aurais pu passer devant le comité d'éthique pour ça. Ou alors j'aurais menti, et dans ces cas-là, j'aurais été poursuivi pour avoir menti. Il y a ça. Et puis le deuxième problème, il est méthodologique. Hein. Maintenant, les sciences humaines sont fascinées par les sciences dures et
et on fait de la théorie, du quantitatif, des modèles mathématiques. Et donc, moins en France, mais le système s'étend à partir des États-Unis, l'étudiant doit faire des années de méthodologie, et ensuite on l'autorise à aller sur le terrain pour vérifier si la théorie fonctionne ou pas. Alors évidemment, il a intérêt à trouver que ça fonctionne, parce qu'autrement, il a des ennuis avec son directeur de thèse. Et deux, il ne voit que ce que la théorie lui permet de voir. Donc, s'il y a des changements profonds, par exemple ces questions de religiosité, de parcours individuel, on ne les trouve jamais dans la théorie. Donc aujourd'hui, le mot intuition est un gros mot. Quand on me dit, mais vous avez pris ça d'où? J'ai dit, je suis allé là-bas, j'ai écouté les gens et j'ai l'intuition que... ça n'est pas scientifique, l'intuition. Alors qu'en fait, la physique, les sciences dures, les mathématiques, c'est aussi une intuition. Merci infiniment, Olivier Roy. Votre dernier livre s'intitule « En quête de l'Orient perdu », entretien avec Jean-Louis Schlegel. Il est publié aux éditions du Seuil et c'est à la fois un récit d'aventure et un livre d'analyse. Dans une toute petite demi-heure, à 19h15, la suite de notre soirée spéciale consacrée aux alternatives à l'heure de la mort de Rémi Fraisse et au moment où, sur TF1, François Hollande est en quête d'une politique perdue. Merci beaucoup.